Bonjour à toutes et à tous. Quel sujet que les sujets qui nous réunissent ce soir. Madame la bâtonnière tenait énormément à prolonger ces cycles de discussion. Malheureusement, la nuit du droit l'a empêché et elle m'a demandé, en ma qualité de bâtonnier doyen du Conseil, de la remplacer. Je me suis demandé pourquoi, s'il y avait là quelque allusion. Et puis après, je me suis dit, le sujet est terriblement passionnant. C'est un sujet qui doit absolument nous troubler. Il nous faut, en tant que juriste, connaître les dispositions de la loi civile et en tant que chrétien, nous interroger. On se dit d'abord, premièrement, la réponse n'est pas si facile que ça, parce que, rappelons-nous, il est écrit que c'est le diable qui a inventé la mort. Mais il est aussi écrit que c'est à Satan que l'on doit la maladie. Et donc, autant nous devons nous battre contre la mort, autant nous devons aussi nous battre contre la souffrance. C'est une des premières questions qui nous trouble. Et puis, nous nous disons, c'est quoi la vie aussi ? C'est une manière de répondre. On nous apprend, pour un chrétien, que la vie, c'est dédier ses actions au Seigneur, c'est louer le Seigneur par action, et dans la prière. Alors que fait-on et quel est le moment où nous ne sommes plus capables d'agir ou de prier ? Et n'est-ce pas là aussi une manière de discerner ce qui pourrait être la fin de vie ? Et puis réfléchissons encore. Je ne fais là que d'essayer de vous introduire les sujets. Réfléchissons encore et disons-nous que le sujet qui nous réunit ce soir, pour un chrétien, la réponse elle est vite vue. Oui. Ce sera non. Eh bien non, c'est plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a une première soirée. Je viens vers toi. Est-ce que je viens vers toi peut avoir ce sens de vouloir aller à ce point-là vers le Seigneur ? Et puis, deuxième volet, que ta volonté soit faite. Et quel est le moment où l'on doit considérer que la volonté soit faite est telle qu'on est dans un temps de réconciliation. Je le dis parce que ce soir, vous avez une première soirée, mais vous n'oublierez pas qu'il y a une deuxième soirée et qu'il y a bien deux volets à la question qui va nous occuper. La question la plus troublante est pour ce soir, mais la question qui peut aussi toucher le plus souvent à nos expériences personnelles et pour la séance suivante. Et c'est aussi pour moi le moyen de dire oui, nous sommes nombreux à avoir tenu les mains d'un proche quand on sait qu'il va passer, à lui parler et à nous poser la question de savoir que faire. C'est sous cet angle-là que je tenais à rappeler qu'il n'y a rien d'évident. Il n'y a rien d'évident dans la question. Il n'y a rien d'évident parce que nous avons tous une attraction personnelle, une manière de comprendre le sujet qui nous renvoie à nos expériences, et il est important de pouvoir écouter ceux qui ont accepté ce soir de venir pour nous parler à la fois de ce qu'ils entendent par ce droit. Vous aurez des opinions tout à fait opposées et échanger avec tous les arguments possibles, mais sur une gamme qui est si complexe et qui en fait n'a rien d'évident, quel que soit le sujet et quelle que soit la manière dont on l'aborde. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais juste faire ce contrepoint pour vous dire à quel point je trouvais que le sujet était troublant et qu'il nous fallait être attentifs. Être attentifs d'abord, et nous aurons successivement les interventions de M. Jean Lacot Saint-Juilly, de Mme Lydia Morlet et de M. Frédéric Worms, que nous avons la chance d'avoir avec nous. Il y aura même un débat. Mais être attentifs d'abord à vos propos à vous, M. Jean Lacot Saint-Juilly. Alors, avec une petite précision, vous êtes professeur émérite des universités. Vous êtes co-directeur du département éthique biomédicale du Collège des Bernardins et vous allez pouvoir nous faire part de votre expérience à la fois en tant que chrétien et puis en tant que cet homme de santé que vous êtes, ce professionnel de santé, et nous accompagner ainsi dans le décryptage de la première question qui nous est posée: y a-t-il un droit à mourir ? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité pour jouer le rôle du médecin, du praticien. Donc je voudrais situer un petit peu d'où je parle, parce qu'on nous demande ici, lorsqu'il s'agit de dire ce qu'on est, de donner deux choses. Voilà, je suis
donc en tant que médecin, praticien, et que co-directeur du groupe de recherche en éthique biomédicale des Bernardins. J'ajoute qu'en plus je suis diacre permanent, mais le propos d'où je parle, comme on dit, eh bien, c'est bien celui de praticien. C'est aussi celui de quelqu'un qui a tenu son père, sa mère, sa jeune sœur jusqu'aux portes de leur mort. C'est-à-dire que cette expérience, c'est toujours une expérience personnelle. C'est-à-dire que toutes les attitudes que l'on peut avoir, toutes les réflexions que l'on peut avoir, elles sont toujours profondément déterminées par nos histoires personnelles. Et dans toutes les histoires bioéthiques, finalement, ce qui est déterminant pour nous tous, quel que soit notre niveau de réflexion, c'est au fond ce que l'on a vécu. C'est-à-dire ce sont toujours des histoires existentielles qui fait que l'on a souvent des attitudes qui sont très tranchées et que l'élaboration après que l'on fait part d'une expérience personnelle. Et la deuxième chose, c'est que donc j'ai été aidant, j'ai tenu la main donc de mes proches au moment de cette mort, mais je suis aussi cancérologue, c'est-à-dire que je suis otorino, mais j'exerce l'otorino en tant que cancérologue, et donc j'ai vu beaucoup de gens mourir parce que malheureusement la cancérologie des voies aérodigestives supérieures est une cancérologie redoutable. Et donc, on voit un certain nombre de gens mourir. Et je sais que l'anecdote, c'est toujours quelque chose à double tranchant, enfin, une utilisation un petit peu difficile. Mais je voudrais commencer par deux histoires qui ont été finalement, à mon avis, au cours des dernières années, c'était un peu avant le Covid, deux histoires qui ont été pour moi assez importantes dans la poursuite de ma réflexion sur la fin de vie. La première histoire, c'est un homme jeune qu'on traitait pour un cancer qui nous échappait. On courait derrière pour essayer de faire ce qu'il fallait, pour essayer de le guérir, mais manifestement, on n'y arrivait pas. Et on était arrivé dans une phase palliative, c'est-à-dire que cet homme jeune, qui avait tout réussi dans la vie, se retrouvait avec une trachéotomie, avec une situation cancérologiquement catastrophique. Et à un moment, il a fait une hémorragie importante dont on l'a quand même traité. Et il est rentré ensuite dans les derniers mois de sa vie et il faisait des allers-retours entre Jeanne Garnier et l'hôpital Tenon où j'étais à l'époque. Et nous le traitions avec donc une médecine palliative, c'est-à-dire une médecine d'accompagnement et de palliation visant à soulager à la fois ses douleurs, à contrôler l'ensemble de toute cette situation très pénible. Et cet homme, je me souviens, j'allais regarder le foot avec lui à Jeanne Garnier. Ouais, comme quoi, de temps en temps, on sort du cadre quand on fait de la médecine. Et un jour, il me dit... il faut que je vous dise quelque chose. Je suis en train de vivre les moments les plus heureux de ma vie. Alors je lui dis, écoutez, vous exagérez un peu, quoi. Enfin, j'étais très interloqué qu'il me dise ça. Il était dans une situation très, très, très dure. Et il me disait, lorsque vous m'avez rattrapé, lorsque vous m'avez donc traité cette hémorragie, j'ai pensé en finir, j'ai pensé me procurer les médicaments, je savais parfaitement comment faire. Et puis, finalement, je ne l'ai pas fait. Et je vis actuellement les moments les plus heureux de ma vie. J'ai expliqué moi un peu, parce que c'est un peu difficile à comprendre. Et bien voilà, je suis dans une phase où j'ai pu me réconcilier avec un certain nombre de gens, où j'ai pu faire la paix avec moi-même, j'ai pu écrire un certain nombre de choses. Il a d'ailleurs sorti un livre chez un grand éditeur. J'ai pu me rapprocher de mes enfants. J'ai pu faire un certain nombre de choses qui, au cours de ces 6 mois, ont été absolument déterminants. Et donc, il est mort après paisiblement à Jeanne Garnier, dans une situation apaisée. Et on peut dire qu'il avait fait ce choix, de liberté. Autre anecdote, autre patiente, à peu près à la même époque, une très vieille dame qui vient me voir, adressée par son otorino pour un petit cancer de la langue. Petit cancer de la langue, comme on en voit
assez souvent chez les personnes âgées, femmes sans facteur de risque, et je lui dis, eh bien, nous allons vous hospitaliser, enfin, je lui explique tout ce qu'on va lui faire, et on va vous traiter ce petit cancer. Elle me dit, oh, moi, je ne veux pas du tout aller à l'hôpital, je n'ai pas du tout envie d'aller à l'hôpital. Mais pourquoi vous ne voulez pas aller à l'hôpital? Parce que j'ai peur qu'on me tue. Je dis, mais enfin, ça ne me fait pas rire. Parce que j'ai dit, mais comment ça, on a peur qu'on me tue? Avec tout ce qu'on dit en ce moment. Et en fait, je pense que ces deux histoires, elles m'ont permis en tout cas d'élaborer, de progresser dans la formulation de la problématique dans laquelle nous sommes actuellement. Nous sommes actuellement dans une problématique qu'on a tous depuis maintenant 3-4 ans entendue, et surtout au cours de la dernière année, entendue, puisqu'on s'achemine vers un projet de loi qui va probablement s'élaborer au début 2024. Et donc ce projet de loi est un projet de loi de liberté, c'est-à-dire la possibilité de choisir lorsqu'on est dans une situation de maladie, le projet français est dans une situation de maladie, à court ou moyen terme, de choisir. C'est un choix de liberté. Et donc, c'est un choix de liberté qui est de permettre à quelqu'un de décider, avec l'aide de la société, d'une aide active à mourir. Et donc, ce choix est un choix de liberté que l'on peut très bien comprendre. Mais à contrario, je suis extrêmement sensible à la remarque de cette vieille dame qui, au fond, nous met devant la question qui est celui de jusqu'où ira notre solidarité. C'est-à-dire qu'au fond, cette liberté n'est-elle pas quelque chose qui nous permettra de jouer à bon compte la problématique de la solidarité? C'est-à-dire que les gens faibles, et j'avais écrit un article il y a des années déjà dans La Croix, pour le fait de dire, attention, les patients atteints de cancer des voies aérodigestives supérieures, ceux dont je m'occupe, qui sont souvent des gens battus par la vie, qui sont des gens fragiles, qui sont des gens souvent marqués par les addictions, par l'alcool, par l'abandon, par la déchéance sociale. Ce sont des gens qui finalement, et qui en plus ne guérissent pas toujours, ce sont des gens qui finalement... la question, c'était attention à ne pas les abandonner. C'est-à-dire que la loi de liberté, les lois de liberté ne peuvent pas être seulement pour ceux qui sont bien portants, qui vont, au fond, dans un choix de leur pleine conscience et de leur pleine force, faire un choix de décider le moment de leur mort à court ou moyen terme. Et donc, la question que posait cette vieille dame, c'était de savoir, mais est-ce que je peux avoir encore confiance lorsque je rentre à l'hôpital? Est-ce qu'au fond, on ne va pas considérer que je suis quelqu'un qui n'est plus très utile? Et est-ce qu'au fond, est-ce que moi-même, je ne vais pas me laisser convaincre par le fait que ce serait une concession, un consentement que je pourrais faire? Est-ce que je peux encore avoir confiance? Est-ce que ce lien, ce pacte intergénérationnel tient toujours? Et je pense que la question que nous avons aujourd'hui à débattre, c'est bien entendu celui de la liberté, choisir librement, de pouvoir, lorsqu'on se pense atteint dans sa dignité ou dans son autonomie, décider de finalement pouvoir recevoir une aide active à mourir. Mais est-ce que ceci ne risque pas de se faire aux dépens de ce pacte générationnel qui me paraît tout à fait capital de maintenir? Moi, je défends beaucoup l'idée qu'une société comme la nôtre, qui défend beaucoup de choses, il se trouve qu'ici, on s'occupe beaucoup des aidants, les aidants familiaux. Tous, on est 11 millions d'aidants en France. Ce sont des gens qui se retrouvent devoir aider. On a tous été, ou on sera aidants. Est-ce qu'une société qui s'occupe finalement, qui prend une telle considération pour les aidants, une société qui aussi a une très grande attention vis-à-vis du suicide, la lutte contre le suicide est un domaine d'action nationale tout à fait forte. Est-ce que finalement on peut se permettre de superposer des lois qui, au nom de la liberté, d'effort, je dirais,
risque de mettre à mal la solidarité. Il y a un deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention. C'est le problème, alors là, je parle du projet de loi. Vous savez que dans cette discussion, ce débat, ce grand débat sur l'aide active à mourir, on est très frappé par le fait que 80% des Français, globalement, sont assez pour une loi de liberté. Et que, de façon très frappante, 80% des soignants, quel que soit leur statut de soignant, quel que soit leur âge, leur religion, leur origine, sont contre cette loi de l'aide active à mourir. C'est assez frappant. C'est-à-dire que l'expérience justement de soignants que j'ai, je ne suis pas un médecin de soins palliatifs, mais enfin beaucoup de mes patients ont été dans les soins palliatifs, et que beaucoup de patients qui sont dans des situations très difficiles, au fond, quand ils arrivent dans la bonne structure, dans le bon endroit où on va bien s'occuper d'eux, où on va les considérer, où on va calmer leur douleur, où on va prendre en charge l'ensemble de leur situation, un certain nombre de patients qui arrivent avec la demande de mourir, et ça tous les soignants l'ont observé, la plupart de ces patients, très vite, vont dire, en fait, ce que je veux, c'est vivre. Vivre les quelques jours ou les quelques semaines qui sont ces semaines ultimes qui vont permettre finalement de donner un sens, d'aboutir à cette notion qui est une notion à la fois, me semble-t-il, précieuse et difficile, qui est la notion de bonne mort. Je veux pas, bonne mort, euthanasie, mais la bonne mort, on sait ce que c'est lorsque on a vu des gens bien mourir. J'ai eu la grâce que mes parents soient bien morts, entourés, apaisés, etc. C'est quelque chose qu'on comprend. Et à contrario, des morts, notamment pendant le Covid, quand on a vu des gens mourir seuls, abandonnés, c'est pas des bonnes morts. Donc le vrai débat, il est là. Et on a beaucoup parlé, au cours de ces derniers mois, de la place des soins palliatifs, à juste titre. Vous savez qu'ici, à Paris, on dit qu'il y a 21 départements qui n'ont pas de soins palliatifs. Mais c'est beaucoup plus que ça. Même à Paris, l'accès aux soins palliatifs n'est pas facile. C'est-à-dire que l'accès aux soins palliatifs, malheureusement, ne concerne pas tous les patients, tous les mourants de la région parisienne, parce que c'est difficile, parce que les places sont rares, etc. Et qu'il faut avoir une culture et un savoir des soins palliatifs pour que, en effet, les gens puissent en bénéficier. Mais je veux attirer votre attention sur un point précis, ce qui est que le projet de loi prend en charge, pour l'instant, se dessine comme quelque chose qui réunit l'aide active à mourir et les soins palliatifs. Vous savez que c'est un débat qui a eu lieu notamment avec la Société française de soins palliatifs et d'accompagnement qui n'est pas d'accord avec cette analyse. C'est-à-dire que l'analyse de dire que l'aide active à mourir fait partie des soins palliatifs, la plupart des spécialistes de soins palliatifs la récusent. Et un des projets de loi, c'est de dire nous allons avoir une vision holistique, c'est-à-dire que le but, c'est de favoriser les soins palliatifs, de favoriser l'implantation des soins palliatifs, qu'il y en ait partout, que les gens puissent y accéder, ce qui n'est pas le cas actuellement, et que parmi les propositions, entre guillemets, qui puissent être faites dans ces centres de soins palliatifs, eh bien, l'aide active à mourir puisse être proposée. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de profondément dangereux. C'est-à-dire que dire que c'est la même chose, dire que c'est quelque chose qui finalement rentre dans le même circuit, me paraît dangereux. En réalité, ce que je pense, c'est qu'un des manques profonds qui existent dans la réflexion actuelle, c'est qu'on réfléchit toujours en termes de cancer ou en termes de cérébraux lésés. Mais on ne parle pas en termes de grand âge. Vous savez qu'un des manquements actuellement en France, c'est qu'on s'achemine vers une loi sur la fin de vie, mais il n'y a pas de plan grand âge. C'est-à-dire qu'il y a
plein de gens qui vont de plus en plus nombreux, qui vont être nonagénaires, centenaires, mais qui finalement sont laissés dans des situations que vous connaissez tous, qui sont difficiles, qui sont celles de l'abandon, et donc de la question de la fin de vie. Et qu'en réalité, on s'occupe de la fin de vie, c'est-à-dire de la liberté de choisir sa vie quand on est quelqu'un de 50 ou 60 ans qui se retrouve dans une situation de maladie chronique non curable. Donc là, qui va décider éventuellement de recourir dans sa liberté à l'aide active à mourir, mais que le vrai problème, on revient finalement à mon introduction, qui est de dire que le problème, c'est celui de la solidarité. Et cette solidarité, elle concerne largement toute cette population qui sont les gens qui rentrent dans l'âge plus avancé et dans le grand âge, et qui finalement se retrouvent dans une situation qui est la situation où se pose la façon dont ils vont mourir et la façon dont est-ce que cette bonne mort, avec tout ce que ça implique, on a tous peur de la mort, on a tous cette difficulté à considérer notre propre mort, et il n'empêche que c'est là qu'il faut garder en tête cette notion de solidarité, de fraternité, je dirais. Parce qu'au bout du compte, et je finirai là, je crois que je peux finir là, je finirai là, au bout du compte, lorsque on aura mis en place une loi sur l'aide active à mourir, il y aura, on mettra en place des process, on va mettre des procédures, il va falloir signer des papiers. Alors on dit, non mais c'est pas les soignants, vous savez, on va éviter aux soignants. Si, les soignants vont être ceux qui finalement vont préparer le médicament, les pharmaciens, qui vont installer la personne. Non, mais ça sera comme en Suisse, des associations. Non, des associations, non. Il y aura des soignants. Les soignants seront partie prenante et il y aura de la procédure. C'est-à-dire que la bonne mort, finalement, sera marquée par des comités qui décideront. Vous savez, on dit toujours, mais il y aura des garde-fous, rassurez-vous, il y aura des garde-fous. Moi, je ne crois absolument pas aux garde-fous. Hein. Je suis trop vieux pour croire aux garde-fous qu'on peut mettre en place dans toutes les circonstances. Donc, voilà, je finirai sur cette notion que je suis particulièrement attaché à cette solidarité, à cette nécessité de ne pas rompre le lien intergénérationnel, la confiance qu'il faut continuer d'exercer, cette fraternité, cette solidarité, et que finalement, le choix de liberté, voilà, je le comprends, mais il est aussi marqué par la nécessité de réfléchir au grand âge. Et je pense que dans la loi, puisque loi il y aura manifestement, il faudra ne pas accepter, en tout cas moi je me battrai pour ça, ne pas accepter qu'il y ait un grand tout qui mélange à la fois l'aide aux soins palliatifs, parce qu'on est tous d'accord là-dessus, et puis la possibilité de l'aide active à mourir donnée à chacun selon sa liberté. J'en ai fini pour l'instant. Merci, monsieur le professeur. C'était très important que vous souligniez combien cette question pouvait avoir un lien avec justement ce que vous appelez le lien social, le lien intergénérationnel. C'était également très important que vous nous disiez à quel point il est parfois difficile de déterminer la libre expression de la volonté, puisque vous nous l'avez dit, c'est pas si facile que ça de savoir quand elle s'exprime, et de faire la différence entre les notions de souffrance extrême et de dignité, et de ces éléments qui peuvent jouer dans l'expression de ce que serait un droit à mourir à venir.
Eh bien, c'est maintenant à la juriste de parler et de nous expliquer ce que seront éventuellement ces critères, ou quels sont les critères, ou quelle est la situation actuelle. Madame Lydia Morlet est maître de conférence. Elle est maître de conférence à l'Université Paris-Cité, mais elle est surtout la directrice de l'Institut Droit et Santé. Alors, pour ceux qui s'intéressent au droit et à la santé, au droit de la santé, c'est le poste formidable où on anime une institution qui va à la fois attirer des juristes et des professionnels de santé, des juristes et des professionnels de santé français, mais également européens, puisque vous avez cette possibilité d'avoir une vision plus globale sur le plan international de ce qui peut se passer en droit et de niveau de droit que nous avons atteint et quelles pourront être les évolutions. Eh bien, Madame Lydia Morlet, nous vous écoutons avec attention. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je tenais tout d'abord à remercier sincèrement les organisateurs qui m'ont fait l'honneur de m'inviter ce soir. Ça me permet de participer à ce partenariat très original et important entre vos différentes institutions. Ça me permet aussi de découvrir ce lieu magnifique. Donc, je n'avais pas encore découvert les Bernardins, j'en suis vraiment ravie. Comme vous me tendez la perche, je me permets une petite page publicité sur l'Institut Droit et Santé, puisqu'en fait, nous allons organiser un colloque sur la loi. La date n'est pas définie, évidemment, mais avec l'Académie de médecine et notre institution, nous aurons l'occasion d'organiser une belle manifestation. Donc, n'hésitez pas à venir sur notre site pour découvrir le moment venu cette manifestation. Il est a priori de bon ton de dire d'où l'on parle. Donc, moi, je parle en tant que juriste. Je parle aussi en tant que déiste, voilà, puisqu'il faut indiquer la case dans laquelle on se trouve. Voilà la mienne. Et puis, ce qui a forgé aussi les convictions que je vais vous exposer là ce soir, c'est un papa qui est décédé d'une longue maladie, qui a eu une fin de vie un peu compliquée, mais qui a eu la chance, je trouve, de bénéficier d'une sédation profonde. Et puis une grand-mère qui a eu une fin de vie difficile et pour laquelle on n'a pas écouté son envie de partir et qui pleurait tous les matins en se demandant pourquoi elle était encore là, alors qu'elle voulait rejoindre ses proches. Donc voilà, des choses fortes qui ont forgé ma conviction. Et donc, je voulais d'emblée vous prévenir sur le fait que mon propos n'ira pas forcément dans le sens de ce qu'on entendra par ailleurs, puisque dans le cadre de ces débats de ce soir, j'entends défendre ici le respect de l'autonomie de la volonté du patient, qu'on appelle plus scientifiquement l'autodétermination informationnelle du patient, ou avec l'anglicisme, l'empowerment du patient, le fait qu'il ait le pouvoir sur sa vie, sa santé et sa fin de vie. Donc, je précise aussi que ce postulat du respect de la volonté du patient me conduit donc à souhaiter une évolution de la réglementation vers ces différentes formes d'assistance à mourir. Et j'insiste aussi sur le fait que ce n'est pas seulement une conviction personnelle, c'est aussi, selon moi, ce que préconise le droit. Et mon propos visera ce soir à vous montrer combien la volonté du patient a pris une place essentielle dans la décision médicale. Et pour ce faire, en fait, je voudrais vous faire le rappel de quelques dispositions législatives. On m'a demandé de ne pas vous abreuver de textes, mais on ne se refait pas. Je suis juriste. Et je vais vous montrer comment on a complètement abandonné aujourd'hui l'ancienne logique du paternalisme médical. Elle est loin l'époque en fait où le soignant prétendait savoir mieux que le patient lui-même ce qui était bon pour lui. Aujourd'hui, le consentement du patient est au cœur du protocole de soins et c'est la clé de voûte de ce colloque singulier médecin-patient. Et pour preuve de cela, on peut indiquer en premier lieu l'article L1111-4 du Code de la santé publique, le CSP pour les intimes, qui dispose « Toute personne prend avec le professionnel de santé les décisions concernant sa santé ». Et donc, avec cette loi Kouchner qui a instauré cet article, nous sommes rentrés dans une logique de co-décision médicale. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, le médecin propose, mais c'est le patient qui dispose. Et on retrouve également cette montée en puissance de l'autonomie de la volonté du patient dans le cadre de la réglementation relative au recueil du consentement des personnes majeures protégées, donc sous régime de protection,
ce qui est souvent mis en œuvre dans le cadre de la fin de vie, malheureusement. Et donc, ça mérite d'être évoqué à ce titre. Et pour ce faire, je voudrais vous parler de l'article 459 du Code civil, qui dispose que la personne prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Et donc, nous sommes bien d'accord que les soins sont par nature des actes personnels et doivent être ainsi. Et on comprend que donc même ces personnes sous mesure de protection doivent rester maîtres de leurs choix médicaux, y compris au stade de leur fin de vie. Et d'ailleurs, leur autonomie décisionnelle a été renforcée récemment avec une ordonnance du 11 mars 2020, puisqu'en effet, avant cette date, le consentement du majeur protégé sous tutelle était systématiquement recherché, mais il fallait en plus obtenir l'autorisation de son tuteur. Et dans les faits, parfois, les soignants avaient tendance à faire un raccourci et de se contenter de l'autorisation du tuteur. Mais depuis cette réforme de mars 2020, les choses ont évolué, sont beaucoup plus claires. Et en fait, aujourd'hui, si le majeur protégé est apte à exprimer sa volonté, son consentement seul suffit. Et donc, il n'y a plus du tout besoin de celui de son tuteur. C'est vraiment lorsqu'il n'est plus apte à consentir qu'on a besoin de cette autorisation. Et on comprend donc que la personne majeure sous tutelle a gagné en autonomie et que si elle est apte à consentir, personne ne doit pouvoir décider à sa place, même pas de son médecin. Le droit est même allé un petit peu plus loin encore dans la prise en compte de la volonté des patients, puisque même chez ces majeurs protégés qui ne sont plus aptes à consentir, le droit précise qu'il va falloir tenir compte de son avis à ce patient. C'est ce que certains appellent l'assentiment du patient. Et dès lors, si on se place dans le contexte de la fin de vie, ça voudrait donc dire qu'un médecin ne devrait pas continuer de soigner une personne, même si elle n'est plus apte à avoir cette capacité de discernement, si par son comportement, elle exprime qu'elle rejette les soins, qu'elle n'en veut plus. Donc voilà, pour cette question de l'autodétermination des majeurs protégés. Vous savez aussi, et ça a été rappelé en propos introductif, que la loi s'est spécialement intéressée à la fin de vie avec la loi Claeys et la loi Claeys-Leonetti, respectivement de 2005 et de 2016. Et là encore, on va voir que ces lois sont allées dans un sens de renforcement de l'autodétermination des patients. Et ce, à plusieurs titres. Un, on a vu d'abord renforcer le pouvoir contraignant des directives anticipées. Puisque avant cette loi, avant la loi Claeys-Leonetti, les directives étaient seulement indicatives pour le soignant, ce qui pour moi était un non-sens personnellement. Dorénavant, elles sont contraignantes. Il y a seulement 2 cas en fait où le médecin ne sera pas tenu de suivre les directives anticipées du patient. C'est en cas d'urgence vitale, le temps d'examiner la situation médicale du patient. Et puis 2, lorsque les directives anticipées seront considérées comme manifestement, c'est bien ce que dit le texte, manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Mais donc, en dehors de ces 2 hypothèses, eh bien, c'est la seule volonté du patient exprimée dans ces directives qui doit guider le choix de la prise en charge médicale du patient dans sa fin de vie. Deuxième élément de la loi Leonetti, cette loi Leonetti, vous le savez, a aussi pour but de lutter contre l'acharnement thérapeutique en considérant que le respect de la dignité du patient impose parfois de cesser les traitements. Dès lors, si le médecin a évidemment le devoir de soigner, il pourra être sanctionné si les soins qu'il prodigue peuvent être considérés comme, je cite, inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Et donc, la prise en charge du médecin pourrait même être qualifiée de fautive, voire conduire à engager sa responsabilité si elle pouvait être considérée comme une obstination déraisonnable. Et donc, le droit impose parfois aux soignants de laisser mourir le patient. Le devoir du médecin est alors, et ça a été dit, seulement d'accompagner le patient dans le cadre des soins palliatifs.
Et j'insiste ici sur cette problématique visant à lutter contre l'acharnement thérapeutique, que ce qui a fondé la logique du législateur, c'est vraiment cette volonté de respecter la dignité du patient, qui doit vraiment être au cœur de toutes les décisions médicales. Dernier élément de la loi Claeys-Leonetti, cette dernière loi a permis de renforcer encore l'autodétermination du patient en faisant évoluer la réglementation sur la sédation profonde. Je vous rappelle qu'il s'agit d'endormir un patient avec des fortes doses de morphine jusqu'à ralentir son métabolisme, ralentir son rythme cardiaque, puis finalement le cœur s'arrête et le patient décède. Mais dans des délais qui peuvent être très très variables selon les patients. Donc c'est vraiment le patient qui part de lui-même en fait. Cette technique de sédation profonde, elle a depuis longtemps été utilisée, mais réservée aux patients non conscients qui se trouvaient donc en fin de vie. Et la nouveauté de la loi Claeys-Leonetti a été de reconnaître le droit d'un patient, cette fois conscient, de revendiquer un tel protocole. Et donc aussi, aujourd'hui, la loi permet de véritablement établir un droit à la sédation profonde. Et donc, l'autodétermination du patient est une nouvelle fois renforcée, puisque ça va permettre au patient de revendiquer un droit à mourir. Et donc oui, pour répondre à la question qui est posée dans le cadre du programme de ce soir, oui, selon moi, le droit reconnaît bien un droit à mourir. Bien évidemment, un droit encadré. Tous les patients ne pourront pas prétendre à ce dispositif de sédation profonde. Il existe des conditions cumulatives, donc il faut à la fois réunir des souffrances insupportables réfractaires au traitement et il faut que le patient soit atteint d'une affection grave et incurable qui engage son pronostic vital à court terme. Et donc, dans ces cas extrêmes, le patient pourra donc revendiquer le fait qu'on le laisse mourir. Il me semble que ces différentes dispositions que j'ai rappelées montrent bien, alors sous réserve des conditions posées par la loi, que c'est bien le patient qui décide de sa prise en charge médicale, y compris au stade de sa fin de vie. Et pour moi, c'est faire preuve d'humanité que de respecter la volonté d'une personne qui ne souhaite plus vivre, épuisée par la maladie, épuisée par la souffrance. C'est faire preuve d'humanité que de lui permettre de partir dignement. Et à l'inverse, il ne m'apparaît pas charitable, il ne m'apparaît pas respectueux du patient de lui refuser ce droit de choisir sa mort. Et c'est même peut-être presque facile, j'ai envie de dire, voire égoïste, de fermer les yeux sur la volonté profonde du patient d'en finir, sous prétexte que les soignants sont formés à soigner et non à aider le patient à mourir. Et ça signifierait en fait que ne pas entendre cette volonté de mourir conduirait le patient en fait à se suicider ou à demander l'aide d'un proche, voire du corps médical, de se mettre dans l'illégalité pour respecter cette volonté de la personne en fin de vie. La Révolution française, elle a eu l'humanité de dépénaliser le suicide. Et là, il me semble important que notre droit, qui se prétend moderne, sache enfin écouter la demande des 70, voire 80%, c'était rappelé, des Français qui sont favorables à cette reconnaissance d'une aide active à mourir. Vous l'aurez compris, je suis profondément, voire viscéralement, favorable à cette évolution de la législation parce que pour moi, il importe de respecter cette autonomie du patient. Alors néanmoins, je n'ai pas dit que c'était facile. Il sera compliqué de légiférer sur le sujet, de définir le cadre nécessaire au prochain droit qui va être reconnu par la législation à venir. Il n'est déjà pas simple d'appliquer les dispositions actuelles qui sont des notions très subjectives. Si on repense à la sédation profonde, à partir de quand est-ce qu'on va considérer que les souffrances sont insupportables ? Qu'est-ce que c'est qu'un pronostic vital engagé à court terme ? Que signifie le court terme ? Et le futur dispositif, forcément, posera des critères tout aussi subjectifs qui seront difficiles à manier. Et puis, il y a aussi des risques de disparité d'appréciation qui peuvent se présenter entre les médecins eux-mêmes, mais aussi entre les soignants
et les personnes qui sont directement concernées ou leurs représentants. On pourra ainsi avoir des médecins qui vont refuser le droit à mourir d'un patient qui se considère être dans les cas prévus par la loi. Mais on peut aussi avoir à l'inverse un médecin qui préconise de laisser mourir un enfant contre l'avis des parents. Et dans ce cas-là, c'est le juge qui sera amené à trancher en recherchant toujours l'intérêt supérieur de la personne en cause. Il y a une dernière difficulté que je voulais évoquer, qui est celle de l'âge à partir duquel un patient peut prétendre bénéficier de ces dispositifs d'aide à mourir, et plus spécialement, quid du mineur? Qu'en est-il du mineur? Alors, il faut savoir que le droit ne permet pas au mineur de rédiger des directives anticipées et ne lui permet pas non plus de désigner une personne de confiance. Mais néanmoins, le droit reconnaît des droits aux mineurs, et en matière médicale, plus qu'en droit commun, grâce à ce qu'on appelle la majorité sanitaire. Et au titre de cette majorité sanitaire, qui donc intervient avant 18 ans, il est reconnu aux patients mineurs le droit d'être informé, le droit de consentir au traitement, et même le droit d'être soigné dans le secret vis-à-vis de ses parents. Pour l'heure, en fait, actuellement, à ma connaissance, on n'a pas tranché la question de savoir si le mineur pourra prétendre à la sédation profonde qu'on connaît actuellement. Mais selon moi, au regard de l'autonomie qui lui est conférée en matière de droit médical, je pense que s'il a la capacité de discernement, s'il a la maturité suffisante, eh bien, cela devrait également être admis. Bien évidemment, on se pose la question de à partir de quel âge peut-on reconnaître ça si le droit évolue dans ce sens? Et la difficulté, c'est que le droit n'a pas du tout aidé ici les soignants, puisque aucune date, aucun âge n'est prévu pour fixer cette fameuse majorité sanitaire. Il est cependant de tradition de fixer la majorité sanitaire vers 13 ans. Pourquoi 13 ans? Parce que c'est l'âge à partir duquel un mineur peut s'inscrire sur le registre de refus de donneur d'organes. Donc on considère qu'il a une maturité suffisante pour le faire. Mais en dehors de ce cas spécifique du don d'organes, la majorité sanitaire et son âge sera laissé à l'appréciation du médecin, ce qui n'est pas facile. Donc on est bien d'accord que s'agissant du mineur, même si le droit manque de précision, je vous l'accorde, et je pense que 13 ans, c'est un petit peu tôt, mais c'est ma conviction personnelle, il est indiscutable que le droit lui reconnaît aussi une autonomie qui devrait donc pouvoir s'exprimer au stade de la fin de vie. Alors, on ne connaît pas du tout quel sera le dispositif qui sera prochainement mis en place par le législateur. On a évidemment quelques idées, mais en tout cas, il est fort à parier qu'il constituera un pas de plus vers l'autodétermination du patient, ce dont, vous l'aurez compris, je me réjouis. Mais que s'agira-t-il? D'une aide active à mourir, d'une assistance au suicide? Pour ma part, j'apprécie assez le terme canadien d'aide médicale à mourir, parce que grâce à ce terme médical, on comprend qu'on reste dans le domaine médical, et ça évite une tentation d'admettre cette aide à mourir en dehors du constat de pathologie lourde. Et puis je considère aussi, malgré ma faveur pour l'autonomie du patient, que la volonté du patient ne doit pas être absolue. Dans ce dernier prochain dispositif, il faudra impérativement qu'il soit encadré, réservé aux situations extrêmes de souffrance ou de fin de vie. Et peut-être faudrait-il souhaiter un dispositif dual, c'est-à-dire plusieurs dispositifs et non pas un seul, pour répondre aux différentes situations auxquelles les patients peuvent être confrontés. Pour éviter l'opposition d'une partie importante, on nous disait, du corps soignant, effectivement, on peut s'inspirer du modèle suisse, puisqu'en fait, dans ce modèle suisse, ce n'est pas le médecin qui injecte le produit létal, il y a une prescription, mais c'est le patient lui-même qui ingère le produit létal. Et ça éviterait de se heurter au code de déontologie médicale qui prévoit que le médecin n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. Mais si ce dispositif peut séduire, je pense qu'il ne suffit pas. Parce qu'il faut penser aussi à toutes les personnes qui ne sont plus physiquement en mesure de se donner la mort. Et donc, je pense qu'il sera
essentiel de penser à une assistance pour ces personnes qui donc ne pourront pas elles-mêmes ingérer le médicament. Et pour conclure, parce qu'en fait, on ne connaît pas encore le dispositif, donc je ne vais pas parler de critères dans le vide, je voudrais juste reformuler à nouveau cet espoir de voir permettre, avec ce dispositif prochain, d'avancer encore un peu plus dans la reconnaissance de l'autodétermination du patient. Puisqu'en effet, si chacun doit être libre de ses choix durant sa vie, il me semble que cette liberté doit également lui être accordée à la fin de sa vie et qu'il importe donc de laisser à chacun le choix de décider à quel moment sa vie doit s'arrêter. Je vous remercie de votre attention. C'est nous vraiment qui vous remercions infiniment de ce point juridique où vous avez tout à fait insisté sur ce qu'est la volonté du patient, l'autonomie, sa reconnaissance. Mais vous répondez déjà aussi un peu à la question en faisant écho aux doutes qui ont été exprimés par le précédent intervenant, nous disant il y a bien un droit, mais il est encadré. Et en fait, ce dont il va devoir être discuté, c'est est-ce qu'on garde le cadre actuel, est-ce qu'on va encore changer le cadre, et jusqu'où on peut aller. Mais enfin, c'est déjà une première réponse très importante, et il faut que vous nous éclairiez, Monsieur Worms, parce que là, on commence, nous tous, à tâtonner, et je sais que venant à la fois de la réflexion que vous avez pu avoir au Comité consultatif national d'éthique, mais aussi là où vous êtes, directeur de cette école, où vous avez le droit aussi de faire de la publicité si vous le souhaitez, mais enfin, on la connaît bien. Et donc, en tant que directeur de l'École normale supérieure, nous sommes ravis et très honorés de votre présence. Voilà, éclairez-nous et dites-nous comment vous voyez le sujet. Merci beaucoup. Merci au Bernardin de cette invitation. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de venir discuter ici, donc je suis très heureux de revenir. Merci à Thierry Massis et aux organisateurs de la soirée de cette invitation. Merci à vous. Oui, j'avais 3 points principaux à développer, mais chacun a fait une introduction personnelle. Moi, c'est surtout à titre personnel et à travers des réflexions de philosophie du soin que j'ai partagé avec beaucoup d'amis depuis longtemps et qui m'a amené au comité d'éthique que je vais intervenir et essayer en effet de reprendre. C'est pas du tout, c'était pas prévu, je savais pas ce qui allait être dit, mais je vais me situer un tout petit peu sur la ligne de crête entre les 2 premières interventions. S'il faut se situer plus précisément à titre personnel, je vais citer 2 choses. En fait, au comité d'éthique, il y a 5 personnalités qui sont nommées par le président de la République au titre des familles spirituelles et philosophiques. Moi, j'étais celui de la famille philosophique. Voilà. Ce qui veut dire, on ne peut pas forcément dire laïque, mais disons philosophique. Et il y a 4 représentants des religions représentant, et d'ailleurs pas le mot, vous pouvez vous reporter au volume qui vient de paraître où il y a des réflexions très intéressantes sur ce groupe de personnalités, les autres étant nommés par les différentes autorités pertinentes. Et désormais, il y a d'ailleurs des représentants des associations et des patients, ce qui est tout à fait nouveau. Et ce que la dernière loi de bioéthique a introduit, qui est tout à fait important dans le comité d'éthique. Et l'autre remarque personnelle, mais qui rejoint votre transition, c'est qu'effectivement, comme chacune et chacun, j'ai vécu des situations. Et c'est vrai qu'il y a un point que la question de la loi soulève, qui est de savoir son rapport aux soins et aux soignants. Est-ce qu'elle vient durcir ou alléger la position des soignants? Et comme beaucoup de personnes, dans le cadre familial ou hospitalier, dans le cas du décès de mon père, c'était très clair qu'à un moment donné, le médecin, qui était encore un médecin de famille, disons, un médecin généraliste de quartier, allait prendre une décision. Il allait le faire, à un moment donné. Et en fait, il n'a pas eu besoin. Mais est-ce que le fait que ce soit autorisé par la loi allait alléger sa décision ou au contraire l'alourdir en quelque sorte, comme s'il y avait aussi une pression possible de la famille et de la société sur son choix médical? C'est une vraie grande question et il y a beaucoup de positions philosophiques très profondes de Georges Canguilhem, grand philosophe de la médecine française, de Hans Jonas, grand philosophe de la vie allemand, qui d'ailleurs lui aussi est, si vous cherchez droit de mourir sur Internet avec philosophie, vous trouverez le petit livre de Jonas qui s'intitule Le droit de mourir.
où il défendait plutôt le droit de mourir, mais après il est revenu sur cette question pour justement dire le médecin peut le faire, mais la loi ne doit pas l'autoriser. Donc, et Georges Canguilhem disait la même chose dans son dialogue avec Péquignot, un médecin, dans les années 70. Le médecin peut le faire, mais la loi ne doit pas l'autoriser. Et donc la question de la loi est très importante, et je vais y revenir. Donc ça, c'était l'introduction personnelle. Et puis, moi, je voudrais souligner 3 points, et ça va m'amener à être un peu sur cette ligne de crête. Moi, je suis très réticent, voire opposé à l'expression « droit à mourir ». Et je vais dire pourquoi. Je pense qu'elle est mal formée, qu'elle ne dit pas, elle ne dit pas bien l'enjeu de ce qu'on discute ici. Et la preuve, d'ailleurs, c'est que le législateur ne parlera pas de droit à mourir. Et ce n'est pas seulement pour des questions rhétoriques, pour éviter une guerre civile, pour pas entrer dans des débats, disons, trop compliqués. C'est parce que c'est pas le bon terme, me semble-t-il. Et le droit à une aide active à mourir, si c'est ça qui est introduit, sera beaucoup plus précis et sera en fait très différent d'un droit à mourir. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'on peut envisager la question d'un droit à une aide active à mourir, ce qui implique déjà, c'est déjà un terme un peu compliqué, et c'est bien qu'il soit compliqué parce qu'il fait réfléchir. Et le lien entre les deux, c'est précisément la question du soin. Et donc la relation avec les soignants. Et je vous dois dire d'ailleurs que la position que je vais exprimer ce soir, elle est surgie aussi il y a eu beaucoup de discussions, mais tous les 3 derniers mois avant les vacances, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs amis médecins, dont le responsable des soins palliatifs à l'Institut Curie, qui est juste en face de l'école normale, effectivement, dans le comité d'éthique duquel j'ai aussi fait partie. Et ça m'a en fait presque beaucoup plus impressionné que le comité national, parce qu'il y avait de l'aide à la décision clinique à prendre. Et je me souviens notamment de questions de soins palliatifs dans le département pédiatrique de l'Institut Curie. Mais avec Alexis Burneau et ses collègues, donc on a des discussions très régulières de 8h à 9h du matin, et après chacun part dans ses responsabilités. Et les miennes me semblent ridicules par rapport aux siennes, parce qu'effectivement, c'est les soins palliatifs de l'Institut Curie. Et donc, la question du soin est en effet centrale pour comprendre pourquoi il ne faut peut-être pas parler de droit à mourir, et pourquoi on peut en revanche parler d'aide active à mourir, ce qui est une expression compliquée où il faut dire tout de suite un point, ça n'a pas été dit, mais où le mot actif est très important. Parce qu'il y a déjà des autorisations tacites pour certains gestes médicaux dans l'illégalité. Et s'il y a un conflit en plus, comme dans l'affaire Vincent Lambert, alors le droit est nécessaire à cause des conflits, ça a été dit. Et donc s'il faut légiférer, c'est quand même malheureusement parce qu'il y a des divergences entre les humains et des conflits. Mais voilà, la question de la loi, elle n'est pas seulement sur le fait de légiférer en général. Des lois sont toujours, et Lydia Morlet qui vient de parler l'a en fait très très bien expliqué, il y a toujours une évolution très précise de la loi, qui n'est pas une pente glissante, une pente fatale, mais plutôt une construction ascendante et par paliers très très rigoureuse. Et aide active à mourir, ça s'oppose à ce qui existe actuellement, qui est la sédation profonde, et qui est pensé par le législateur et par le médecin comme un geste qui entraîne la mort indirectement, mais pas intentionnellement. Et c'est vrai que c'est une différence majeure. C'est l'intention, l'acte médical n'est pas d'entraîner la mort. C'est de soulager les souffrances par une technique qui va entraîner, ou même simplement aller jusqu'à, la loi dit, sédation profonde jusqu'au décès. Ce qui veut dire, alors moi je ne parlerai pas d'hypocrisie du tout, il y a beaucoup de gens qui défendent l'aide active à mourir qui parlent d'hypocrisie, parce que le médecin fait un geste dont il sait qu'il entraînera la mort, mais dont le but actif est simplement de soulager les souffrances, et la mort s'ensuit en quelque sorte par surcroît. Et c'est vrai que actif, ça veut juste dire ça. En fait, dans l'histoire de la bioéthique française, actif veut dire qu'on fait un pas de plus par rapport à ce geste non intentionnel, mais qui néanmoins a pour conséquence indirecte d'entraîner la mort. De telle sorte qu'en fait, beaucoup disent d'ailleurs, et Jean Leonetti lui-même le dit, très clairement, il dit, mais il y a déjà ce qu'il faut, puisqu'on a déjà l'autorisation de quelque chose qui entraîne la mort en cas de souffrance extrême, sans pour autant faire peser l'intention de donner la mort sur la responsabilité médicale. Donc vous voyez, il y a déjà beaucoup de choses. Il y a déjà le geste tacitement autorisé dans la borderline, un peu familial, un peu intime du médecin qui fait ou qui donne le produit, le geste. Bon.
mais sans le cadre légal. Et puis, il y a cette loi qui va déjà loin et dont on se demande aujourd'hui s'il faut qu'elle aille un pas plus loin. Et donc, la question de la loi est très importante. Qu'est-ce que ça change d'autoriser par la loi un geste qui, dans certains cas, est autorisé, et pas autorisé, mais est pratiqué dans une zone grise qui peut donner lieu à des conflits et des affaires qui déchirent non seulement des familles, mais la société, hein, jusqu'à des gestes, des situations de guerre possible, de conflits très violents entre, voilà. Et donc le rôle de la loi, c'est aussi la paix civile, et de lois qui vont déjà loin. Et c'est pour ça que les législateurs précédents et une partie de la société se dit, ben voilà, elle va déjà loin. Et en plus, elle n'est pas suffisamment appliquée, elle n'a pas suffisamment de moyens pour être parfaitement appliquée. Donc pourquoi un geste de plus? Donc c'est vraiment, on n'est pas dans un débat du tout ou rien. C'est très important. Il y a quand même un saut qualitatif majeur. Alors moi, pourquoi je résiste? Donc moi, 3 points. Je suis vraiment réservé, voire opposé à l'expression de droit à mourir. Mais je pense qu'il faut réfléchir à la question de l'aide active à travers la relation très précise, très paradoxale avec le soin. Et je vais vous proposer la formule qui est venue, en fait, que j'ai proposée à Alexis Burneau, que je pense qui est vraiment une formule un peu sur la ligne de crête, qui permet de penser la relation de ce geste, qui n'est pas un soin, mais qui est relié au soin, malgré tout, que serait l'aide active à mourir. Pourquoi il ne faut pas parler de droit à mourir? À mon avis, c'est quand même effectivement très important d'éviter cette expression, parce qu'un droit, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on demande à la société de faire pour soi, ou au minimum de reconnaître comme légitime pour soi-même, ce qui comme légitime, voire souhaitable. Hein, parce que voilà, on a droit à des tas de choses, la liberté d'expression, un certain nombre de prestations minimales, parce que ce sont des biens. Donc finalement, le droit désigne toujours quelque chose quand même comme un bien. Et comme un bien qu'on est justement en droit d'exiger des autres. C'est ça qu'on appelle un droit quand même, d'une certaine façon. Opposable, voilà, dont la non-prestation serait opposable. Et donc, voilà, un droit au logement, ce serait, effectivement, si j'ai pas de logement, je porte plainte. Un droit à la mort, ça peut vouloir dire, si j'ai pas la mort, je porte plainte. Alors, ça contredit quelque chose qui est pour moi très fondamental, qui doit rester la boussole, c'est un devoir. Hein. Le devoir, c'est de lutter contre la mort et contre la mort des autres, qui est un devoir d'empêcher la mort. Donc l'expression droit à mourir vient contredire le devoir, qui est quand même la boussole de l'éthique, qui est d'empêcher la mort. Et donc je crois que cette expression ne peut pas être employée, elle peut donner lieu à de très profonds contresens et à des risques majeurs, qui ne sont pas tant d'ailleurs pour moi des risques de perversion du soin, mais plutôt des risques de déconnexion du soin. C'est-à-dire que quelqu'un va dire « j'ai envie de mourir, je ne suis pas malade, mais j'ai envie de mourir, j'ai le droit, donc le médecin doit me procurer le produit qui va entraîner cette mort ». Alors ça, je pense que c'est une dérive extrêmement grave, et c'est pour ça que, moi, à titre personnel, je reste profondément attaché à l'idée d'un lien de ce droit à l'aide active à mourir avec la médecine. Et c'est un débat déchirant pour la médecine, mais que la médecine doit assumer. Je vais être très clair là-dessus dans un instant. Il y a des cas très compliqués. Par exemple, en Belgique, on cite souvent le cas, qui est quand même réel et très compliqué, d'une adolescente déprimée par le Covid et les conséquences, et qui a obtenu l'usage de la loi sur l'euthanasie dans son cas. Et donc, oui, non, là, ça me hérisse personnellement pour une autre raison, qui est que une autre raison pour critiquer le droit à mourir, c'est qu'en fait, on doit effectivement pas considérer la mort comme un bien, et on doit pas considérer le désir de mourir comme un bien. Et donc, en un sens, le devoir de lutter contre la mort s'étend jusqu'au devoir de lutter contre ce que certains appellent la pulsion de mort. Et le devoir, en effet, il ne faut peut-être pas interdire le suicide pénalement, mais le devoir d'humanité, d'assistance à personne en danger, consiste à faire tout son possible pour que l'autre ne se suicide pas. Qu'on ne vienne pas punir, légiférer pénalement sur le suicide. C'est certainement, en effet, de toute façon, pas du tout le bon moyen. Mais par contre, si je vois quelqu'un debout sur un pont
ou prêt à faire je ne sais quel acte et que je ne l'aide pas, c'est quand même une responsabilité majeure et je dois l'assister, tout faire pour qu'il ne se suicide pas, même si c'est en effet son droit pour le coup. Il ne le demande pas à quelqu'un d'autre de l'aider. Mais malgré tout, tout le monde le dira. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs dans la loi actuelle, et il y aurait dans la loi future des dispositions très fortes pour lutter contre le désir de mort, qui est une pathologie profonde chez tous les humains. Quand on va mal, on veut en finir. Voilà, fatigué, on pose le sac et on se dit stop. Et là, le devoir des autres, c'est d'aider. Et donc, effectivement, c'est pour ça que dans la loi, il y a par exemple la mention, non seulement tout ce que vous avez rappelé sur les souffrances, etc., mais il y a aussi l'expression répétée de la volonté. Il ne faut pas l'avoir dit une seule fois. L'appel à des psychologues, parce qu'il ne faut pas que ce désir de mort soit une sorte de pathologie psychique qui fait que ce n'est pas un désir, c'est une pathologie du désir. Donc il y a quand même déjà dans la loi, et il y aura dans la loi, il faut pas seulement l'espérer, c'est évident que ça y sera dans la loi française, il y aura forcément justement des garde-fous, parce que littéralement il faut se garder contre la folie. Et la folie, c'est aussi le désir de mourir pathologique. Donc moi je crois beaucoup aux garde-fous, hein, parce que la folie est quelque chose d'assez précis. Mais pour le coup, il ne faut pas parler de droit à mourir, parce que parler de droit à mourir en général, c'est considérer la mort comme un bien, comme une prestation que la société peut fournir, quel qu'en soit le contexte, et comme quelque chose qui peut relever d'un désir. Et donc, voilà pourquoi moi je pense qu'on peut parler malgré tout, je vais y revenir, on peut étendre la loi au-delà du geste indirect de soulagement de la souffrance qui entraîne la mort jusqu'à l'aide active à mourir, qui est un terme en fait qui nous heurte, mais qui est fait pour nous heurter, je pense justement, qui est fait pour penser quelque chose de très compliqué. Et je trouve que c'est ce qu'il a de beau, ce terme justement. Et cela à condition de passer par le soin. Et donc ma deuxième remarque, c'est sur le soin. Et c'est là que je vais à la fois être d'accord et essayer de compléter ce qu'a dit le professeur Laclos-Singuillet il y a un instant. C'est que, d'une certaine manière, je pense profondément, et le code de déontologie médicale a été rappelé, que l'aide active à mourir, et c'est pour ça qu'on l'appelle aide, il me semble, enfin on l'appelle, enfin ceux qui ont construit cette notion, elle n'est pas encore dans la loi, et je ne sais pas si elle y sera, aucune idée, mais en tout cas elle existe dans certains textes, y compris un avis du comité d'éthique, où moi je l'avais déjà quitté, mais que j'aurais cautionné. Il y avait une partie des gens du comité qui l'avaient refusé. Voilà. Ce geste n'est pas un soin. Ce n'est pas un soin médical. Pour ça que aide médicale à mourir, personnellement, j'y résisterais. Pourquoi ? Parce que, en effet, le rôle du médecin, c'est de lutter contre la mort. Ça me paraît très clair. Et que, finalement, parler d'une aide médicale, parler de ce geste comme d'un soin, est en effet une contradiction. Ça n'est pas un soin. Ça n'est même pas un soin palliatif. Parce que le soin palliatif, pallier, ça veut dire faire quelque chose à la place de, ça vient à la place du curatif. Le curatif est un soin qui espère guérir la maladie. Le palliatif n'espère plus guérir, mais il continue d'essayer de faire disparaître du négatif. Non pas la maladie mortelle, mais la souffrance. Et le geste d'aide active à mourir est un geste qui admet le négatif, qui ne vise plus à simplement lutter contre le négatif, la mort ou la souffrance. Il admet donc ça n'est plus un soin. Voilà. Parce que le soin lutte contre le négatif. Mais justement, là, j'ai dit le petit mot qui, pour moi, change tout et qui vient vraiment de longues heures de discussion avec beaucoup de gens, c'est de dire ça n'est pas un soin, mais ça doit rester relié au soin. Et le petit mot qui change tout pour moi et que j'assume maintenant, je pense que je vais essayer de le défendre ici et ailleurs et dans les discussions avec les uns et les unes, c'est de dire ça n'est pas un soin, mais c'est encore de l'ordre du soin, enfin c'est relié au soin, et le mot précis, c'est que ça n'est plus un soin. C'est-à-dire ce geste doit venir après le soin.
après que tous les soins ont été essayés. Et je pense qu'il y a aujourd'hui une légitimité et un problème avec la position des représentants des soins palliatifs que je connais bien. J'ai fait plusieurs interventions à la SFAP, y compris d'ouverture, avec des amis philosophes que vous connaissez aussi, comme Jacques Ricot et d'autres. Et c'est vrai que leur position est compréhensible, mais à mon avis, est dangereuse. Et je ne sais pas ce que vous en penserez, mais pourquoi elle est compréhensible? C'est vrai que ça n'est pas un soin. Et dire c'est un soin est une violence faite aux soignants. Mais en même temps, dire ça n'est pas un soin, donc le soignant ne s'en mêle pas, c'est extrêmement grave parce que précisément, ça veut dire que ça n'est plus réservé à des situations médicales critiques en fin de vie où le médecin a dit voilà, j'ai tout essayé, ou bien là il y a des souffrances insupportables et on peut par exemple faire la sédation qui entraîne la mort indirectement. Donc si on le déconnecte sous prétexte que ça n'est pas un soin, on dit il n'y a plus besoin du médecin. Alors, ça va être l'adolescent déprimé qui a raté un examen, un chagrin d'amour, un chômage. Voilà, il y a effectivement suffisamment de pathologies qui entraînent le suicide. Le suicide étant jamais seulement individuel, mais aussi social. On sait très bien que les sociologues ont travaillé sur le suicide de manière très profonde pour montrer que c'est toujours un symptôme d'un mal collectif aussi. Donc voilà, les individus se suicident, mais il faut tout faire pour leur faire des conditions sociales pour qu'on ne se suicide pas, et individuel. Encore une fois, c'est l'assistance à personne en danger. Donc, on a raison de dire que ce n'est pas un soin, mais il faut le laisser connecter au soin. Autrement dit, moi, personnellement, je pense que ce que je n'appellerai jamais le droit à mourir, mais le droit à une aide active à mourir ne peut venir qu'en fin de vie. Ça a l'air évident parce qu'on en parle comme ça, mais en fait, ça n'est pas si... Il faut toujours expliciter ce qui est évident en apparence, et il faut bien dire que ça doit venir en fin de vie. Or, qui décide qu'on est en fin de vie? Eh bien, c'est le médecin. Mais le médecin peut dire, là, ça ne relève plus d'un soin, ça n'est plus de mon ressort en tant que geste actif, mais c'est moi qui vous donne les critères. C'est au tribunal, par exemple, s'il y a un conflit, eh bien, c'est quand même un médecin qui va venir dire, en effet, on est dans une situation critique de douleur pire que la mort, insupportable, et c'est déjà ça qui légitime, parce qu'on n'est pas de tout à rien, on ne passe pas de rien à tout, on ne passerait pas de rien à tout, c'est ça qui légitimerait la sédation profonde, déjà, qui entraîne la mort, encore une fois. Donc on serait dans exactement ce même genre de situation, mais avec une autorisation supplémentaire qui serait celle de recourir à quelque chose qui n'est pas un soin, mais qui doit rester connecté aux soins et à la médecine, et qui est le recours à une aide. C'est pour ça que le terme d'aide est assez vague. C'est étonnant de voir ce petit mot de la vie quotidienne arriver au cœur d'une dispute éthico, juridico, politique, religieuse, en effet métaphysique de très haut niveau. Oui, mais aide, ça veut bien dire, on répond à une demande par un secours qui n'est plus de l'ordre du soin médical, mais qui vient après la médecine, et la médecine disant déjà qu'elle ne peut plus rien faire, parce que si elle pouvait faire quelque chose, pour moi, ce serait une faute, voire un crime de faire mourir quelqu'un, alors qu'il pourrait non seulement guérir, mais etc. Donc, la notion d'aide active à mourir, bien loin d'être une sorte de droit indéfini, est une sorte de pointe extrême d'un travail de soins et de médecine et de bioéthique de toute une société qui doit éviter d'y recourir. Donc voilà pourquoi c'est lié aux soins, mais au point critique entre le soin et ce qui n'est plus le soin. Et pourquoi est-ce qu'il faut quand même, et c'est ma dernière remarque, pourquoi est-ce qu'il faudrait quand même l'autoriser? Et là, je rejoins pour le coup quelques-unes de vos remarques avec lesquelles je me trouve en accord, en fait. C'est que d'une certaine manière, et ça répond à un des étonnements du professeur Lacos-Singhili aussi avant, c'est que je pense que finalement, effectivement, dans la situation tout à fait extrême du soin, et même au-delà du soin, quand la souffrance est en effet extrême, qu'elle est vraiment littéralement pire que la mort, qu'on continue à lutter contre du négatif absolu, qu'on n'est pas en train de faire de la mort un bien, personne ne fait de la mort un bien. Moi, au passage, petite digression, dans tous les débats sur la fin de vie, il y a une seule chose qui me choque et qui peut me mettre en colère. Enfin, ça m'arrive très rarement, mais la seule chose qui peut le faire, c'est quand on accuse
certains et certaines de ceux qui demandent ce droit, voilà, ou cette, moi encore une fois je ne parlerai pas de droit, mais cette possibilité, on accuse en tout cas des personnes en toute fin de vie, en extrême souffrance, grand âge ou pas, et il y a une exception pour les mineurs effectivement, on les accuse de changer les valeurs de la société, de faire de la mort un bien. Mais quelqu'un qui a lutté contre la mort toute sa vie, avec tous les secours de la médecine, qui a sauvé des vies aussi, ça peut arriver à des médecins, à des tas de gens, et qui en toute fin de vie, dans une extrême souffrance, dit « là j'en peux plus », il n'est pas en train de faire de la mort un bien. Il ne renverse pas les valeurs de la société. Il est toujours contre la mort. Donc ça, c'était la dernière digression. Et le dernier point, c'est qu'il faut parler d'aide active à mourir. Pourquoi ? Parce que ça n'est légitime en effet qu'en réponse à une demande et comme extension extrême de ces droits dont vous avez parlé, du patient sur sa propre vie, du citoyen, je dirais, reconnu par la loi comme un être autonome. Et c'est important pour une dernière raison, et ce sera vraiment ma dernière remarque, c'est parce que vous vous étonniez en effet que 80% des soignants soient contre et que 80% des Français soient pour. C'est à peu près ça. Ben, il faut s'en étonner. C'était un constat, mais... Moi, je m'en étonnais, mais ne m'en étonne plus non plus, d'ailleurs. Mais pourquoi est-ce que 80% des Français, donc des gens non concernés, sont pour ? Ils ne sont pas concernés, puisqu'il n'y a pas 80% des Français à l'instant T en fin de vie, heureusement. C'est parce qu'ils se projettent dans cette situation. Et dans quelle situation se projettent-ils ? Pas seulement dans la souffrance, pas seulement dans l'impensable, pas seulement dans une dimension métaphysique, mais pas seulement dans ce qui se passe, mais dans qui va décider. Qui va décider de mon sort à ce moment-là où je me projette ? Et ils font une projection en effet morale et politique, citoyenne. Et je pense que ces 80% viennent du fait qu'à un certain moment, la question ne porte pas seulement sur qu'est-ce qu'il faut faire, mais qui doit le dire. Et là, oui, en un certain sens, je pense que la seule chose qui rassure vraiment les citoyens, c'est de dire ce ne sera pas quelqu'un d'autre, ce sera moi ou ma personne de confiance, le mot qui n'est pas encore intervenu, qui est extrêmement important, ce sera moi ou ma personne de confiance. Et c'est ça qui rassurera 80% des Français. Donc pourquoi est-ce qu'il faudrait une loi ? C'est une loi qui, de fait, serait, à mon avis, pleine de conditions, pleine de restrictions, pleine de règles, qui doit se penser comme une exception, ou en tout cas comme un dépassement et du soin et d'un devoir absolu qui est d'empêcher la mort. C'est une loi qui serait un article de loi dans un dispositif très complexe, très, très rigoureux, mais qui aurait pour fonction, je pense, de répondre à une appréhension profonde des personnes qui est dans les décisions ultimes de ne pas être dans les mains de quelqu'un d'autre. Dans les mains de quelqu'un d'autre que celle ou celui qu'ils ont désigné. Juste, il y a évidemment un point, moi, sur lequel, et comme je pense le législateur l'a déjà dit, indiqué qu'il le ferait. Il y a un cas où, et vous avez parlé de la limite de 13 ans, moi je pense qu'en effet pour les enfants, il y a un cas très particulier, notamment en néonatologie. Évidemment, le bébé n'a pas désigné de personne de confiance, c'est ses parents qui le représentent légalement. Et en cas de néonatologie, on sait que les parents sont tout aussi affectés que l'enfant par la pathologie elle-même. Et moi, je cite toujours la thèse du docteur Kemax, Laurence Kemax, qui est néonatologue, qui a fait une thèse d'éthique médicale sur la place des parents dans la décision d'arrêt de traitement en néonatologie. Et elle soutient que dans ce cas, en tout cas, c'est au médecin de décider. Et j'avoue que sur ce point, je suis d'accord, alors que dans tous les autres cas, je pense qu'en effet qu'il faut laisser le patient et sa personne de confiance prendre la responsabilité, y compris juridique. Mais pour les parents de petits-enfants, beaucoup d'ailleurs le disent dans ces enquêtes sociologiques sur le sujet, c'est une décision insoutenable, impossible, quelle qu'elle soit d'ailleurs. La culpabilité sera terrible dans les deux cas, et le transfert à cette personne de confiance qui est aussi le médecin, qui n'est pas un adversaire dans ces décisions. Enfin, ce qui est tragique aujourd'hui, c'est de penser les choses comme s'il y avait des adversaires. En fait, c'est là où je rejoins la question de la solidarité qui a été très fortement placée au début. En effet, ça ne doit pas briser la solidarité
les soignants doivent penser que ce n'est pas un soin, mais qu'ils sont d'autant plus indispensables que ce n'est pas un soin, pour dire où le soin s'arrête et où jusqu'où il doit accompagner les soignés, qui sont aussi des sujets. Et, voilà. Et donc je pense vraiment que c'est un sujet important, difficile, mais où l'expression droit à mourir que vous avez posée ce soir doit être écartée.